Qui a tué l'autorité à l'école? Pourquoi l'école n'éduque-t-elle plus? Pourquoi les profs ont-ils peur? L'école éduque-t-elle encore selon vous? Qui a laissé l'autorité mourir à l'école? Dites-nous ce que vous ne pouvez plus taire sur la réalité de l'école en tant que parent, en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Il est 11h35, bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Emmanuel Macron se rend à Arras aujourd'hui au lycée Gambetta cet après-midi vers 15h, là où Dominique Bernard a été assassiné par un terroriste islamiste il y a 2 ans. Qu'a-t-on vraiment appris depuis ce drame et l'école est-elle mieux protégée aujourd'hui? Comment a évolué la menace islamiste à l'école, cette menace, cette pression sur les enseignants? On en parle avec nos 2 invités, je le disais, Joachim Le Floch, mais aussi à Didier Lemaire, qui était l'un des premiers à avoir alerté, et ça lui a coûté cher. D'abord, Gabriel Cluzel, votre regard ce matin. Écoutez, ce qui est assez terrifiant, j'allais dire pour la mère que je suis aussi, au-delà de la journaliste, c'est que l'éducation nationale s'effondre et s'effondre sur tous les plans, sur le plan des savoirs, mais aussi sur le plan de la sécurité. Autrefois, on se demandait si son enfant allait être bon en classe, s'il allait réussir, si ça allait lui permettre d'avoir une bonne situation dans la société. Aujourd'hui, on se demande s'il va revenir en vie à l'école. Il se disait peut-être qu'ils étaient mal rémunérés, qu'ils étaient chahutés, etc., etc. Mais cette question-là est extrêmement nouvelle et aujourd'hui, elle est prégnante, et notamment dans certaines matières spécialement à risque. Les profs d'histoire sont les premiers, mais on peut parler des profs de lettres et de bien d'autres encore, parce qu'en réalité, tous les sujets peuvent être abordés sous ce prisme-là. Et c'est vrai que la concomitance de la visite d'Emmanuel Macron dans le lycée où a été assassiné Dominique Bernard, ou tué, parce que je ne sais pas si c'était lui qui était visé, je ne sais pas ce qu'a conclu l'enquête, et le sondage de l'IFOP hier sur l'islamisation des jeunes est assez troublant, c'est terrifiant, et on voit bien que les professeurs ne sont pas au bout de leur peine. Comment les professeurs font avec des jeunes justement qui se radicalisent, les jeunes français musulmans au regard du sondage hier? Aux Français, peuple de lâcheté et de mécréants, j'étais dans vos écoles, j'ai vécu des années et des années parmi vous, gratuitement. Vous m'avez appris ce qu'est la démocratie et les droits de l'homme et vous m'avez poussé vers l'enfer. Ce sont les propos de Mohamed Mogouchov, celui qui a été Dominique Bernard. Éric Tegner. Moi, quand je repense à ce qui s'est passé avec Dominique Bernard, je suis également en colère parce que, normalement, il faut le rappeler, sa famille aurait dû être expulsée en Tchétchénie, que cette expulsion, alors que la famille avait été amenée jusqu'au pied du tarmac, au niveau de l'avion, a été empêchée par des associations, par exemple comme la CIMAD, des associations d'extrême gauche, et il ne faut jamais oublier la responsabilité de ces gens-là. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, rien ne s'est passé depuis. Le sondage d'hier le montre. Moi, je vais vous dire, je fais partie d'une génération qui est terrorisée de se dire que demain, mes enfants, je vais me battre pour leur donner une bonne éducation, et c'est en les mettant à l'école que je les mettrai en danger. Et quand je vois ce qui s'est passé à l'île d'Oléron, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que l'islamisme, il ne se propage plus uniquement que dans les sphères liées à l'immigration, il se propage également auprès de ce qu'on peut appeler le français de souche, parce que c'est une idéologie extrêmement puissante contre laquelle on ne combat pas assez. Et je sais qu'en règle générale, on aime protéger et préserver les professeurs, et c'est essentiel, notamment sur les questions de sécurité. Mais il faut rappeler qu'une petite partie des professeurs aujourd'hui en France sont très proches de l'idéologie de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. On le sait sur les certains syndicats, et donc sur certains enseignements qui peuvent être donnés, notamment de l'histoire, eh bien, il y a aussi une problématique qui doit être posée, un jour mise sur la table, mais souvent on a trop peur de réformer parce que c'est une grande maison. Vous savez, Jean-Michel Blanquer a tenté, mais à chaque fois on a l'impression que c'est la dernière chose qu'on pourra réformer, alors que c'est la première qu'on doit changer aujourd'hui. Éric Tegner sur Europe 1 pour cette émission spécialement consacrée à l'éducation nationale. Didier Lemaire, vous êtes connu, votre visage est connu, votre voix est connue, vos mots sont connus pour lutter contre l'entrisme islamiste à l'école. Cela vous a coûté cher. Racontez-nous. Oui, j'ai assisté à Trappes à la montée progressive de l'islamisme. D'abord le recul de la mixité sociale dans mon lycée, puis Trappes dans les Yvelines, vous Trappes, étiez professeur de philosophie. oui, j'étais professeur de philosophie. Rapprochez-vous de votre micro parce qu'on vous entend J'ai pas très bien. enseigné 20 ans, donc j'ai vraiment vu l'évolution de toute la ville et de mes élèves, qui peu à peu aussi ont été abandonnés par la République. J'ai alerté avec Jean-Pierre Robin
parce que mes élèves, au départ, se demandaient finalement dans quel monde ils allaient se trouver, c'est-à-dire ou bien dans le monde de leur communauté, ou bien dans le monde que nous leur portions, c'est-à-dire un monde de liberté, un monde d'égalité, de reconnaissance et de fraternité également. Et donc, je les ai vus peu à peu basculer dans le communautarisme. Je continue avec vous, Didier Lemaire. Ensuite, on prendra les auditeurs qui nous appellent au Standard d'Europe 1, qui sont déjà nombreux à nous appeler pour témoigner de leur réalité et de ce qu'ils vivent à l'école. Vous étiez en train de nous expliquer comment vous avez vécu la charia qui s'applique même à l'école? Oui, dans ma classe, il y avait des élèves salafistes qui ordonnaient aux autres élèves musulmans de se séparer, c'est-à-dire les garçons d'un côté, les filles de Non. l'autre, et qui faisaient pression d'ailleurs sur des élèves musulmanes pour qu'elles portent le voile. Elles ne souhaitaient pas évidemment le porter. Elles étaient engagées dans notre société, dans la société française. Elles étaient laïques, ces jeunes filles, et elles subissaient des pressions extrêmement fortes parce que dans la ville d'Autrap, c'est toute une communauté, au fond, qui fait la loi dans la rue, dans les quartiers, et qui impose cette ségrégation entre les hommes et les femmes, Hmm. entre les bons musulmans et les mauvais musulmans. Mais moi, ce qui m'interpelle, et c'est la raison pour laquelle on a fait cette édition spéciale, c'est que l'école devrait protéger de tout cela. L'école devrait. Comment ça se fait qu'à l'intérieur même de l'éducation nationale, c'était dans un lycée, hein, Oui. qu'on puisse voir tout ça. On va en continuer à en parler pendant toute l'émission et appelez-nous aussi pour en témoigner de ce que vous vivez en tant que parent d'élève, en tant qu'enseignant. Joachim Le Floquimade, je vous donne la parole. Vous avez écrit Main basse sur l'éducation nationale aux éditions du CERF. Vous êtes enseignant, vous êtes essayiste. Quel regard portez-vous effectivement sur ce que dit Didier Lemaire, sur le déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Arras en l'hommage de Dominique Bernard qui a été assassiné? Vous demandiez tout à l'heure, Christine Kelly, si les choses avaient changé depuis l'assassinat de Samuel Paty et depuis l'assassinat de Dominique Bernard. Il y a 2 ans. Les professeurs français ont été interrogés là-dessus par l'IFOP et 77% d'entre eux estimaient que l'éducation nationale n'avait tiré aucun enseignement de la mort de Samuel Paty. Je considère même, quant à moi, que les choses sont pires aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a encore 5 ans. Il y a tout un tas de statistiques qui vont dans ce sens. 100 000 professeurs menacés et agressés chaque année. Des professeurs qui font cours la peur au ventre, non pas par peur, comme dit Philippe de Villiers, de perdre leur classe, mais par peur de perdre la vie. Il y a des contestations d'enseignement toujours plus vives, alors même que les diagnostics sont faits. Je pense à un rapport sénatorial sur le sujet l'an dernier qui disait que 56% des profs s'autocensuraient et que certains enseignements étaient devenus impossibles. L'enseignement de la musique, par exemple, l'enseignement d'Harry Potter en cours d'anglais, puisque la sorcellerie est jugée haram. En histoire, l'impossibilité d'enseigner les croisades, la colonisation, la Shoah, des faux certificats médicaux pour des dispenses de sport pour les filles en cours de natation, parce qu'il y a cette volonté chez les islamistes de refuser la mixité. Et puis il y a... Non, mais tout ça à l'école. Tout ça à l'école Joachim parce que Le la Floquimade. technostructure de l'éducation nationale, et c'est le sujet de mon livre, est gangrénée par une certaine idéologie. Il y a ce qu'Eric Tegner disait tout à l'heure sur le fait que les jeunes professeurs refusent la laïcité à la française. 74% d'entre eux voudraient par exemple assouplir les règles sur la laïcité, mais ça va au-delà des professeurs, parce que les professeurs, pour l'essentiel, ils sont très courageux, ils sont républicains. Le problème, il est davantage chez les syndicalistes, par exemple, qui ont fait de la lutte contre ce qu'ils nomment l'islamophobie scolaire leur cœur de bataille. Et puis il y a un problème dans l'administration centrale, et là encore, c'est au cœur de mon livre, mais il faut regarder les personnes à qui on confie les postes les plus stratégiques. Par exemple, dans l'Académie de Strasbourg, on a nommé recteur une personne, Olivier Klein, qui a manifesté contre l'islamophobie en novembre 2019. L'islamophobie, c'est précisément l'anathème qui a entraîné la décapitation de Samuel Paty. Donc autant dire que les pyromanes d'hier ne seront pas les pompiers de demain, et qu'il y a la nécessité de tout remettre à plat dans ce ministère et de nettoyer les écuries d'Augias. Joachim Le Floquimade, enseignant essayiste qui a écrit Main basse sur l'éducation nationale. Stéphane, vous nous appelez du Sud-Ouest. Vous êtes enseignant et vous dites les profs doivent se taire. Bonjour, Bonjour, Christine Stéphane. Kelly. Bonjour à toute votre équipe, Gabriel, Eric, Bonjour, et également Joachim et enfin Didier Lemaire. Oui. Écoutez, maintenant, c'est un phénomène qui est assez ancien. Hein. Ça remonte à plus de 10 ans déjà. Hein. On a un entrisme islamiste au sein de nos écoles qui remonte à l'époque de l'État islamique à peu près. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Cognac. Hein.
où j'animais des classes de 4e et 3e en collège. Et j'avais animé une classe de défense parce qu'il y a une base aérienne à Cognac. Et j'ai eu un de mes élèves qui m'a fait une esclandre parce que il y avait l'opération au Mali, l'opération Barkhane, où il y avait justement des officiers de Cognac qui étaient là-bas pour les drones. Et qui m'avait déclaré à la fin du cours, de toute façon vous couperez une tête, il y en a une autre qui repoussera derrière et nous continuerons notre lutte, quoi. Si, tout à fait. Mais j'ai eu plusieurs histoires comme ça. J'ai eu aussi également une mère de famille qui m'a menacé directement dans la salle des professeurs, consécutivement 8 semaines ensuite après l'assassinat de Samuel Paty, en disant ouvertement vous menacez que j'en faisais pourquoi? beaucoup Mais trop, pourquoi? parce que j'avais organisé des séquences faisant hommage à la mémoire de Samuel Paty, et également une séquence sur la liberté d'expression, et on faisait en même temps l'histoire du Troisième Reich, la persécution des Juifs sous le Troisième Reich, et donc j'ai eu un scandale de cette mère de famille qui me disait que j'en faisais trop autour de Samuel Paty, qu'il fallait bien que je réfléchisse à ce qui était arrivé à Samuel Paty, là, exactement. Vous êtes vraiment le profil type du professeur d'histoire menacé parce qu'il fait son cours. Tout à fait, absolument. Bon, aujourd'hui, enseigner l'histoire-géographie devient un métier extrêmement dangereux. Mais pas que, la philosophie, également. Didier, qui se trouve à côté de vous, et on sait quelque chose. Le professeur de philosophie, lui. Hein. Puis à Trappes, quand il était à Trappes, il a eu des menaces de mort également, et ça a été très très dur pour lui, comme ça a été pour moi, parce que moi aussi j'ai eu une protection de la gendarmerie qui a duré un certain temps. Et comment vous en êtes-vous sorti, si vous permettez l'expression? Continuez-vous à enseigner? Est-ce que vous tenez bon? Avez-vous abandonné? Peut-être qu'il y a des matières que vous n'enseignez plus, des informations que vous donnez plus aux élèves pour pouvoir vous protéger? Alors, ça, il n'y en avait pas question. Et j'ai continué, parce que c'est arrivé en décembre 2020, 2 mois après la mort de Samuel Paty. J'ai continué à aller en cours à Cognac, dans un quartier dont je savais qu'il y avait des fichiers S pour radicalisation. Et j'étais tout seul. J'avais mon chef d'établissement qui était contre moi, parce que je suppose qu'il était d'un syndicat de gauche, comme l'a dit votre Joachim Le Fokimad. Ah, tout à fait, ouais. Et j'ai été, je dirais, mis au placard par la plupart de mes collègues qui sont syndiqués. Donc je me suis retrouvé un peu seul, quoi. Et j'allais au collège avec un manche de pioche dans la voiture. Avec un manche de pioche dans ma voiture. Ah oui, d'accord. En cas d'agression, parce qu'il fallait que quand j'arrivais, j'arrivais devant la grille du collège, il fallait que je descende de ma voiture, que je tape le digicode pour que la barrière automatique s'ouvre et que je puisse parquer mon véhicule. Voilà. Ça a duré 6 mois. Incroyable. Ça a duré 6 mois jusqu'à ce que le rectorat réagisse enfin après de nombreux mails que j'avais envoyés. Il m'avait proposé une aide psychologique, mais c'était tout. Et je devais me débrouiller tout seul. Pardon, on sourit, pardon. Ouais, mais il vaut mieux en rien qu'en pleurer. Oui. Et j'ai demandé mon exfiltration au mois de juillet 2021, qui a enfin été retenu, mais grâce à un article qui était paru dans Valeurs Actuelles, écrit par un journaliste remarquable. Et qui a relayé votre souffrance, votre difficulté, etc. Voilà où on en est aujourd'hui, Stéphane. Voilà, votre témoignage est poignant parce que c'est exactement la raison pour laquelle on a voulu faire cette émission. Figurez-vous, et je vais vous mettre dans la confidence, que le week-end dernier, je vais signer mon livre. Pourquoi moi, au hasard, vous l'achetez ou je ne sais pas si vous voulez, mais il est quand même intéressant. Je vais signer mon livre au Touquet. Beaucoup de personnes viennent, je discute avec chacun et il y a un homme, un enseignant qui vient me voir et qui me dit exactement ce que vous venez de me dire, Stéphane. Je suis enseignant, je n'en peux plus de me taire. On est en souffrance, on n'y arrive plus, on n'a plus les mains libres, on ne peut plus enseigner, on est en France, s'il vous plaît, aidez-nous à parler. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette émission aujourd'hui. Merci Stéphane infiniment pour votre témoignage. Bon courage, vous êtes enseignant, professeur dans le Sud-Ouest. Et on continue avec les appels. Merci, bravo pour votre courage. C'est vous qui tenez la République debout et la démocratie. On continue à appeler nous au 01 80 20 39 21 pour pouvoir témoigner. Nous prenons Nicolas en Gironde. Ensuite, je vous donne la parole autour de la table aussi. Nicolas, en Gironde, vous dites que les islamistes sont très présents en France pour défendre leur religion et à l'école même, au sein même de l'éducation nationale. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, Nicolas.
Oh, bonjour. Bonjour. Je dis cela, mais surtout je dis que les islamistes, sans doute, sont présents parce que la religion catholique est vouée aux gémonies en France. Mm. Comment dirais-je, on promouvoit la laïcité, il n'y a plus en face de l'islamisme de religion. Et donc les jeunes aussi, sans doute, Oui, je vois ce que vous voulez dire. voient quelque chose qui existe, voient quelque chose qui rassemble, et comme il n'y a pas d'alternative, la seule alternative, c'est cette laïcité, cette soi-disant laïcité, ça fait que les jeunes qui ont besoin de croire en quelque chose, on le voit aujourd'hui dans nos églises, où il y a de plus en plus, moi je suis étonné, le week-end dernier dans mon petit patelin, Alors il y avait 10 gamins, attendez, mon 10 cher gamins Nicolas. qui étaient amenés au baptême. Attendez, on va marquer une Je vous en pause avec nous. Nicolas, vous étiez en train de nous raconter comment, d'abord une analyse, vous nous disiez comment le fait que la baisse du catholicisme permet la montée de l'islamisme, ça c'est votre regard, et vous étiez en train de nous raconter une histoire lorsque je vous ai arrêté. Racontez-nous tout. Je ne racontais pas d'histoire, je vous disais juste que les jeunes aujourd'hui ont un besoin d'adhérer à quelque chose, de croire en quelque chose. Et le fait que la religion catholique soit extrêmement mal vue, mal interprétée par l'école de façon générale. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien, Nicolas, entre la religion catholique et l'islam. Mais moi je le pense parce qu'il y a une parce qu'il y a une volonté de croire en quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Donc ça peut être n'importe quelle autre religion, il y a une spiritualité. Bien sûr. Oui, mais il s'avère que la religion catholique était quand même dans les gènes des Français. On est d'accord. Je sache, c'est de la France. À ce titre-là, comme elle est repoussée aujourd'hui de tous bords, elle laisse la place à d'autres gens. Et comme les jeunes ont besoin de croire en quelque chose et que les islamistes font, passez-moi l'expression, bien leur boulot, eh bien, ils évangélisent en quelque sorte leurs propres troupes, alors que nous, cathos, on a laissé la place. Or, les gens aujourd'hui, et les jeunes notamment, veulent croire en quelque chose. Ils veulent croire en quelque chose. Je vous disais juste que dimanche dernier à la messe, il y avait une dizaine de jeunes et de moins jeunes qui demandaient le baptême. Je n'ai jamais vu ça. Et on le sait depuis plusieurs mois maintenant. Il y a donc bien une recherche de spiritualité. Et c'est en marge de ce que vous dites, madame. Mais néanmoins, c'est bien dans la même logique. Très intéressant à observer. Si on laisse la place aux autres, ils la prennent. La nature a horreur du vide. Et donc, plutôt que de se plaindre, comme j'entendais cette dame tout à l'heure qui disait, en tant que, je crois, élue et mère de famille, ça m'embête de mettre mon fils à l'école parce qu'il a des risques et tout ça, eh bien, peut-être devons-nous, nous, prendre les dispositions pour évangéliser nos propres enfants, nos propres proches. Chacun son avis. On est absolument d'accord avec votre remarque. Oui, très intéressant parce qu'effectivement, on voit cette baisse de spiritualité. Je vais vous dire, on a eu des apostats de l'islam qui racontent qu'ils étaient en quête, exactement comme vous dites, Nicolas, de spiritualité et qu'effectivement, ils sont allés vers l'islam. Alors, bon voilà, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui parle là. Et mon propos est mesuré. Et de façon... Non, c'est moi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Là, c'est moi qui vais plus loin et qui dit qu'on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans, mais on veut comprendre pourquoi à l'école aujourd'hui il y a cet entrisme islamiste qui empêche aux professeurs comme Didier Lemaire ou bien comme à d'autres qui nous ont appelés tout à l'heure, Stéphane, de faire leur travail comme il se doit. Merci de nous avoir appelés. En point, Adeline qui nous appelle de Reims. Bonjour Adeline. Le terme éducation nationale pour vous est fou, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par là? Et vous, autres auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler pour nous témoigner de la réalité de ce que vous vivez à l'école en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Bonjour Madame Kelly, bonjour à toutes les personnes qui vous accompagnent. Oui, alors donc pour moi, dans le terme éducation nationale, je trouve que déjà il y a un non-sens. Le rôle des professeurs, des instituteurs n'est pas d'éduquer les enfants, mais de les instruire. Donc déjà, on donne des prérogatives aux enseignants qu'ils ne devraient pas avoir. C'est à la famille d'éduquer les enfants, de leur enseigner le respect, les valeurs. Et ensuite, les professeurs peuvent faire leur rôle
et enseigner, apprendre aux élèves. Mes enfants sont dans des établissements où il n'y a pas de souci, mais mes enfants même sont choqués de voir certains enfants qui ne respectent pas le professeur, qui parlent pendant les cours, qui prennent leur téléphone, aucun respect. Oui. Voilà, donc on le voit au niveau de tout ce qui représente l'autorité en France. Enfin, vous en parlez dans différentes émissions, mais là on parle de l'éducation nationale. Et les parents même sont irrespectueux. Voilà, j'ai entendu les parents eux-mêmes viennent, ils ont envie de taper des profs et tout. Dès qu'il y a une mauvaise note, il n'y a plus de respect d'autorité. Voilà, donc si l'image des parents, alors les familles déconstruites, on en parle régulièrement également, si le terrain familial, le terreau familial n'est pas sain pour l'enfant, il n'est pas apte à apprendre et puis respecter les professeurs, enseigner. Si les professeurs ne se sentent pas soutenus par leur autorité, leurs collègues, pareil. Donc l'éducation nationale devrait s'appeler l'instruction nationale. Et on devrait vraiment. Vous avez parfaitement raison. Très bonne remarque, ma chère Adeline. Merci de nous avoir appelé de Reims. Didier Lemaire, vous êtes enseignant. Je rappelle, vous n'enseignez plus à cause de toutes ces menaces que vous avez vécues. On fait un petit tour de table dans le studio pendant que vous nous appelez au Standard d'Europe 1 pour réagir sur cette réalité de l'école, sur l'entrisme. Vous savez, Didier Lemaire, hier, on parlait de ce sondage IFOP. Lorsque vous voyez que 81% des 15-24 ans des jeunes musulmans considèrent que la religion a raison contre la science lorsqu'elle s'oppose à la création du monde. Comment on peut enseigner dans un contexte pareil? C'est l'échec de l'institution aussi, c'est l'échec de l'école. C'est-à-dire que ce sondage montre que finalement l'école ne permet pas à ces jeunes d'apprendre ce qu'est la rationalité, ce qu'est le dialogue et ce qu'est la communauté nationale et d'en faire partie. Donc l'école ne peut plus faire son travail, l'éducation nationale ne peut plus faire son travail. C'est incroyable, c'est grave. Oui, c'est une fracture nationale très importante que nous subissons aujourd'hui. La société française est fracturée, les lieux de socialisation, que ce soit la famille ou la société, ne sont pas suffisants. Résultat, ce sont des communautés qui se forment et qui opposent des identités les unes aux autres et qui aboutit à ce résultat terrifiant puisque finalement c'est un climat de violence qui s'instaure à l'école et dans notre société. C'est incroyable d'en arriver justement à la violence. Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie, Éric Tegner, quel regard vous portez effectivement sur ce que dit Didier Lemaire et ce que disent aussi tous nos auditeurs sur Europe 1 qui nous appellent au standard 01 80 20 39 21. Alors moi je suis très marqué par le courage à la fois de Didier Lemaire mais également de Stéphane qu'on a eu tout à l'heure. C'est un courageux, mais combien se taisent? Oui, mais en fait c'est pas normal, Christine, c'est pas normal qu'un professeur doive être un héros pour aller faire son travail. C'est pas l'armée. On n'est pas en train de leur demander d'aller se battre en Afghanistan, d'aller au combat. Et pourtant, c'est la même peur qu'ils ont quand ils vont au travail. Et eux, ils n'ont pas les protections. En règle générale, ils vont être obligés effectivement de faire un harcèlement de mail pour qu'un jour on les prenne en compte. Si la direction ne leur dit pas « Ouais, mais c'est pas toi, t'es pas un peu raciste quand même sur les bords peut-être que t'exagères un peu quand même, t'en rajoutes un peu. » Et derrière, il faut rajouter qu'il y a la pression des parents quand même. C'est-à-dire, vous savez, le grand truc depuis plusieurs années, c'est de dire, effectivement, c'est de dire, oui, mais il faut que les parents les éduquent. Mais les parents, parfois, ils sont totalement responsables. C'est eux qui les ont éduqués comme ça. Vous savez, au fur et à mesure des générations, moi je dis souvent que la génération, par exemple, des émeutes de 2023, leurs parents, c'était les émeutiers de 2005. On est 18 ans après. Imaginez dans 20 ans ce qui va se produire à nouveau. Les jeunes dont on est en train de parler, ce seront les futurs parents. Donc d'une certaine façon, franchement, c'est-à-dire que la réponse face à ça, elle est beaucoup trop modérée, elle est beaucoup trop faible.